Bonjour, Brendan Byrne, bonjour. Vous êtes ambassadeur d'Australie à Paris. Vous avez été nommé à ce poste au mois de décembre dernier. L'Australie, pays, continent dans lequel se rend très prochainement Emmanuel Macron pour une visite de 3 jours. En 2016, nos deux pays ont signé un contrat très important concernant des sous-marins militaires, scellant ainsi un partenariat stratégique sur une période de à peu près 30 ans. La signature de ce contrat est de première importance. Inaugure-t-elle une nouvelle ère entre l'Australie et l'Europe? Ça, c'est sûr. D'abord, je suis ravi d'être ici avec vous, madame. Nous aussi. Voilà, comme l'a dit, en fait, le président Macron, c'est pas seulement un contrat, c'est l'amorce d'un partenariat stratégique entre nos deux pays. Un contrat évalué à 50 milliards de dollars australiens. C'est le plus grand contrat dans l'histoire de l'Australie. Et cela a vraiment changé le donne entre nos deux pays. Mais la vigueur dans la relation franco-australienne ne reflète pas seulement le contrat-là. À cela s'ajoute le fait que nous sommes en 2018 pour commémorer le centenaire de la contribution australienne après la paix de la France. Également, nous travaillons en étroite coopération avec la France dans les organisations multilatérales. En fait, l'année dernière, nous avons publié un livre blanc porté sur la politique. On en parlera Très après bien, mais ce livre simplement blanc. pour faire le point que de plus en plus, l'Australie et la France se retrouvent comme des partenariats. Et c'est la raison pour laquelle M. Macron se rendra en Australie. Ça serait la première visite d'un président français autonome en Australie. Jamais. Cela vraiment, je pense, nous dit quelque chose. Alors, est-ce que ce rapprochement entre l'Australie et la France découle du Brexit et de l'élection de Donald Trump, hein, l'effacement, en tout cas temporaire, de la Grande-Bretagne dans les affaires internationales et l'instabilité, enfin l'imprévisibilité du président Donald Trump qui déstabilise un petit peu certains de ses alliés, en tout cas dans la région Pacifique. Est-ce que c'est ça? La France a un chemin, elle s'engouffre dedans? On peut que constater que moi, en tant qu'ambassadeur, je suis un admirateur du rôle chef de file joué par M. Macron sur la scène internationale. Mais pour répondre à votre question, non, cela reflète le fait que nous sommes des partenaires de plus en plus proches, nous partageons des valeurs communes, nous partageons le même esprit concernant les grands défis devant nous, que ce soit le changement climatique, la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne les États-Unis restent pour nous un partenaire incontournable. Nous avons une alliance formelle avec nos amis américains. Et mon Premier ministre vient de faire un déplacement à Washington pour marquer 100 ans d'amitié entre nos deux pays. C'est plutôt que, après des décennies, je dirais, nous avons découvert le fait que la France et l'Australie se complètent d'une manière extraordinaire. Certainement, tout cela a été impulsé par le contrat du sous-marin, mais il n'y a plus que seulement ce contrat-là. Est-ce que c'est aussi, alors il y a une complémentarité économique, et d'ailleurs un des buts de la visite d'Emmanuel Macron, c'est les négociations sur un accord de libre-échange entre l'Australie et l'Europe. Est-ce qu'il y a aussi des intérêts politiques qui sont la défense des démocraties libérales dans le monde? Tout à fait. C'était le sujet du livre blanc que nous avons publié en novembre, parce que c'était une démarche assez courageuse de la part de ma ministère des Affaires étrangères pour offrir l'avis de l'Australie sur la scène diplomatique à une telle période assez volatile. Mais dans ce livre-là, on a conclu qu'en fait, il faut travailler ensemble pour défendre le système basé sur le droit, basé sur des règles, des normes, où la France a une histoire d'être un vrai champion de ce système-là. Et c'est parce que l'Australie, comme un pays qui est à la fois ouvert au monde, sur le monde, a profité de ce système-là, qui a garanti la paix et la prospérité de notre région. Pourtant, dans ce livre blanc, hein, qui est la revue stratégique de l'Australie, l'inflexion de la politique étrangère ne se passe pas vraiment en Europe, mais suggère plutôt
un recentrage dans la région Indo-Pacifique. Tout à Pourquoi? fait. Qui vous fait peur? La Chine, la Corée du Nord ou la déstabilisation plus générale de cette région du monde, qui est la région qui monte aussi économiquement? Vous parlez de mon arrière-cour. Notre zone d'influence, c'est chez nous, en fait, l'Indo-Pacifique. L'Australie a investi des décennies pour se faire connaître dans cette région-là. La Chine reste pour nous un partenaire du premier rang. C'est notre partenaire économique le plus important. Nous avons à peu près 1 million d'habitants d'origine chinoise en Australie. Nous venons de dépasser 1 million de touristes chinois en Australie. Nous travaillons avec la Chine, que ce soit dans le sommet de l'Asie de l'Est, au APEC, une organisation que l'Australie a fondée pour encourager le système basé sur des règles sur le plan du commerce. Donc pour nous, la Chine, c'est un partenaire très, très important. Un partenaire menaçant aussi, parce que quand la Chine commence à s'installer dans l'archipel de Vanuatu, donc se rapproche, en fait, s'installe peu à peu dans le Pacifique, la Chine vous menace directement? Non, la Chine, c'est notre partenaire. Mais pour nous, l'important, ce n'est pas avoir une militarisation de notre région, que ce soit la mer de Chine méridionale ou le Pacifique Sud. C'est où se trouvent les routes commerciales pour l'Australie, pour nos partenaires dans le Pacifique, où acheminent nos exportations au nord de l'Asie. Mais pour nous, avec la France, nous voudrions continuer à jeter les fondations du système basé sur les règles. Et pour nous, une pièce manquante entre nos deux pays reste un accord de libre-échange. On a déjà un accord de libre-échange avec la Chine, par exemple, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis. Et ce sont des accords qui sont déjà entrés en vigueur. Nous sommes loin d'avoir un tel accord avec l'Union européenne. Nous nous attendons à ce que le lancement des négociations arrive en mai. Je crois que ça serait un sujet également pour des discussions entre nos deux dirigeants à Sydney le début mai. Vous avez soutenu les frappes militaires des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne contre le régime syrien. L'Australie est concernée par le dossier syrien? Tout à fait. L'Australie fait partie de la coalition contre le Daesh. Vu les enjeux autour le sujet de contre-terrorisme, nous sommes tous impliqués. Force est de constater qu'on a tous vu les images épouvantables à l'issue de l'attentat à l'arme chimique en Syrie. Comme l'a dit ma ministère des Affaires étrangères, l'utilisation réitérée du régime syrien constitue une attente contre le droit international. Ce sont des attentats qui ne peuvent rester impunis. C'est la raison pour laquelle le gouvernement australien a fortement soutenu les actions militaires prises par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. D'après nous, ce sont des actions qui s'inscrivent dans le cadre du droit international, proportionné, ciblé. Et ils sont vus comme le dernier ressort après des essais à l'entreprise pour faire passer des résolutions au sein du comité de l'ONU. Une résolution que l'Australie a portée son aval. Bref, comme la France, nous sommes inquiets par la direction prise par le régime syrien. Vu d'Australie, on sent bien cette volonté de se rapprocher de l'Europe et de la France. Est-ce que vous avez l'impression que votre partenaire français manifeste le même intérêt et vous donne autant que vous donnez à la France? Ah oui, bien sûr. Comme je l'ai dit. Allez-y. Le fait que le président Macron fera un déplacement en Australie, c'est-à-dire à la une en Australie. Nous sommes conscients c'est le premier an d'un quinquennat. Il faut faire des placements aux partenaires importants. Et l'Australie est parmi ce pays-là, sélectionné par le président. Et comme le président m'a dit pendant ma réunion avec lui en décembre,
il m'a expliqué, il comprend bien l'Australie. Il comprend que l'Australie, c'est un projet à l'échelle mondiale. Le fait que nous avons construit dans 200 ans un continent, une civilisation aux antipodes, qui a su comment s'impliquer dans la région asiatique tout en conservant les valeurs occidentales. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et c'est un aspect de l'Australie que, d'après moi, le président appréciait très très bien. La Corée du Nord, autre pays qui menace cette région, comment la percevez-vous? Et quel regard, vous qui, je crois, êtes allé 2 fois en Corée du Nord, quel regard portez-vous sur cette possibilité d'accalmie qui s'annonce avec la rencontre fin mai probablement entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen? Merci. J'étais, comme vous le savez bien, l'ambassadeur adjoint à Séoul pour l'Australie pendant la période après le mort de M. Kim Jong-il. Et c'est un pays que je connais bien, 2 fois. J'ai eu l'occasion de m'y rendre. On peut que constater que nous avons vu une situation assez bloquée depuis des décennies, depuis des années certainement, malgré mes efforts. Et nous sommes encouragés clairement par la démarche du président Trump pour essayer de faire bouger la situation. Peut-être nous sommes sur le point d'assister une avancée dans cette situation-là. Peut-être un vrai percée. Vous y croyez? On verra. Mais au moins, on voit que les 2 côtés se parlent maintenant, après une période de silence. Et dans le monde diplomatique, ce qui compte, c'est la communication. Et de notre part, l'Australie, c'est notre voisinage. Nous sommes conscients de menaces qui a fait à maintes reprises le régime de Pyongyang. Nous sommes bien dedans la portée des missiles de ce régime-là, donc c'est quelque chose. Nous saluons les efforts de la part de Washington. Pourquoi n'y participez-vous pas, pardon? Nous sommes impliqués. Nous parlons à nos amis à Washington tout le temps, vu l'alliance qu'on a avec ce pays important, mais également avec la Corée du Sud. Mais maintenant, nous sommes contents de voir peut-être de progrès dans ce dossier, dans cette question qui fâche depuis longtemps. Alors, vis-à-vis de Trump et de son imprévisibilité, il y a 2 catégories de leaders dans le monde. Il y a ceux qui ne s'entendent pas du tout avec eux, comme Angela Merkel, et ceux qui s'entendent très bien avec Donald Trump, comme Emmanuel Macron ou le leader japonais Abe. Où se situent les dirigeants australiens? C'est facile de bosser avec Trump depuis Canberra? Je n'accepte pas la fondation de votre question avec respect. Comme je l'ai dit, les États-Unis restent pour nous un partenaire incontournable. Le partenaire le plus important sur le plan de sécurité. Mon Premier ministre vient de faire un déplacement à Washington, comme je l'ai dit, pour fêter la force, la profondeur de nos relations bilatérales. Et M. Trump, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de nouvelles approches. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le dossier comme la Corée du Nord, où depuis des décennies, rien ne bougeait. Très bien, nous verrons en tout cas les résultats de ce dossier d'ici la fin du printemps. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'être venu nous voir ce matin. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup, madame.